Bonjour tout le monde. Premièrement, merci à la APQ de m'inviter, hein, et d'inviter aussi le Champ des possibles à avoir encore cette tribune. Je pense, j'aimerais savoir, avant de commencer à parler de ce projet et de la question des friches, combien de personnes dans la salle n'ont jamais entendu parler du Champ des possibles? Hey, excellent, OK. Donc, j'espère aujourd'hui pouvoir vous parler de ce projet-là à travers un autre regard, peut-être une certaine vision de la complexité du projet et de la richesse que son horizon temporel nous inspire. Donc, voilà. Réhabiliter les friches industrielles, la biodiversité comme point de départ. Ça fonctionne-tu? Bon. Alors, ici, nous avons Taiga qui tient dans ses mains une anax de juin, qui est une libellule de sexe masculin sur cette image, qui est difficile à capturer et qui voyage sur de très longues distances. Donc, pour Taiga, sur la photo, c'est vraiment une grande fierté d'avoir pu attraper cette anax de juin. Et en fait, il l'a attrapée à quelques pas de chez lui, au Champ des possibles. Donc, c'est quand même agréable d'avoir cette expérience dans son quotidien. L'anax de juin est une libellule assez commune et pour tout biologiste ou entomologiste qui s'y connaît un peu, n'est pas impressionné par cet insecte, mais personnellement, je trouve que quand on se met à s'intéresser à ces règnes-là, à ces sphères que personnellement je connais moins, je trouve ça vraiment fascinant, aussi au niveau graphique. Est-ce que vous arrivez à lire mon texte? OK. Ce qui est super intéressant avec la question de la biodiversité urbaine, ou la biodiversité en général, c'est cette fameuse question du contact humain et nature, qui est, je pense, pour tous ici, assez bien maîtrisé ou connu, qui a des grands impacts sur la qualité de vie. Mais le directeur d'une chaire de recherche en biodiversité de Berlin nous disait, mais pas en allemand, là, mais en fait, il l'a sûrement dit en allemand, mais moi, je vous le traduis. Parce que forgée par des siècles d'activités humaines, de sélection, de croisement, d'importation, de culture, la biodiversité urbaine est le reflet de la culture d'une collectivité. Elle contribue également à la qualité de vie de nos collectivités et est souvent le seul réservoir de nature avec lequel certains résidents entrent en contact. Donc, ça a cette force aussi d'être à proximité peut-être des gens dans le contexte urbain et d'être extrêmement relié à une question aussi culturelle et humaine et pas juste une écologie qui exclurait l'humain de cette réaction. Ensuite, les friches ont vraiment une grande diversité de définitions. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le schéma d'aménagement 2015 de la Ville de Montréal, la friche naturelle a été ajoutée comme dans les définitions des espaces verts. Mais sa définition laisse encore un peu de zone floue. Mais quand on la lit, on va lire entre autres des étendues composées d'une végétation principalement composée d'herbes, d'arbustes ou de jeunes arbres. On fait référence au milieu agricole, donc la friche résulte de l'abandon de la culture ou du pâturage sur une terre depuis d'au moins 3 ans. Donc on parle d'abandon. Déjà, on s'intéresse à la question du temps et je pense qu'il faut vraiment se rappeler à quel point une friche exprime extrêmement bien l'évolution de nos sociétés et l'horizon temporel. Donc, je pense que c'est très bien adapté pour ce congrès. Mais aussi, on nous dit dans le deuxième paragraphe, en milieu urbain, les friches sont aussi le résultat de l'évolution spontanée de la végétation sur des terrains vacants ou d'un entretien visant à bloquer l'évolution de la végétation. Pour que les friches soient considérées comme naturelles, des critères de caractérisation sont utilisés tels que les usages précédents, les caractéristiques des sols, le tassement des sols. Et en fait, je pense que peut-être que cette définition-là n'est pas tout à fait complète parce qu'il y a définitivement d'autres caractéristiques qui peuvent être retrouvées dans une friche naturelle. Quand on pense à une friche naturelle, on va penser, entre autres, à une grande complexité de présence de choses. On peut penser à des trains, donc à des activités industrielles encore présentes. On peut penser à la proximité des habitations parce qu'elles sont en ville, donc les milieux de vie sont de proximité. On peut penser à
un habitat particulier comme une prairie herbacée, qu'on voit moins souvent en ville, mais de plus en plus, mais quand même, on n'en voit pas tant que ça, et des interventions artistiques éphémères venant de différentes initiatives. Donc, une grande variété de caractéristiques. Et ce qui est particulièrement intéressant, je vais juste être certaine, est-ce que vous arrivez à lire ce qui n'est pas en caractère gras? Ah, mon Dieu. Alors, une chance que je le lis. C'est vraiment triste. Bon, hein? C'est une conférence de la relève. J'ai le droit à mes erreurs. Alors, je vais donc lire la définition. C'est vraiment triste parce que c'est super beau ce qui est écrit. Ah, yeah! OK. Alors, en fait, c'est que récemment, en 2014, Maude Léonard, une étudiante en urbanisme et en architecture de paysage, a fait sa recherche sur les pratiques et usages des friches. Et elle nous dit dans sa conclusion, que je trouve vraiment très intéressante, « Les friches n'ont pas à être envisagées comme des problèmes, comme des cibles urgentes de redéveloppement, comme des vides à combler, car elles ont une valeur pour les usagers, des fonctions qui sont d'ailleurs complémentaires à celles d'autres espaces urbains. Si on développe sur les terrains en friche, d'une certaine manière, on perd quelque chose. Un type de paysage urbain, un espace d'exception pour certains usagers, un espace d'expérience de la nature sauvage en ville. » Et elle nous dit aussi, en attendant un redéveloppement éventuel, les friches peuvent être utilisées pour ce qu'elles sont, des lieux significatifs, utiles et positifs pour la ville. Et je pense que le projet du Champ des possibles est vraiment né de ça, justement. Le Champ des possibles est donc, étant donné que tout le monde en a déjà entendu parler, vous savez où il est, mais il est dans le Myland. Mais une chose peut-être que je peux préciser, c'est que sa forme, le site que vous voyez en vert, est directement relié à l'histoire du développement du chemin de fer du Canadien Pacifique. Donc, en proximité, dans un lieu où vous voyez définitivement la présence de bâtiments industriels qui est associé aussi. Un plan d'assurance de 1892 nous montre une zone humide sur le terrain, donc la présence du chemin de fer qui n'avait pas encore établi ses activités sur le lot. Mais donc, on voit quand même qu'il commence à s'installer des bâtiments et une zone humide en plein milieu qui, quelques années plus tard, s'est fait oublier. On pense que l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement n'était pas encore appliqué et que facilement, les cours de triage pouvaient s'installer pour les besoins du développement industriel. Et donc, pendant plusieurs décennies, jusqu'en 1970, le lot a été utilisé de façon industrielle comme une cour de triage de wagons. Ce qui est intéressant avec la présence ferroviaire, c'est qu'elle amène le passage des grains à travers tout le Canada et donc amène éventuellement à une influence presque d'un engin, d'une machine pollinisatrice qui amène des grains et finalement sème un peu les terrains qui ont un espace à produire ou en tout cas à recevoir. Et ça nous donne donc une certaine prairie. Ensuite, derrière le mur que vous avez devant vous, le couvent des Carmélites, qui possède un magnifique jardin avec des plantes qu'on ne voit pas ici, mais surtout des arbres fruitiers qui ont été par le vent pollinisés et qui ont amené en fait une série d'arbres, notamment le Prunus erotina. Hey, j'ai ça aussi. Wow, OK. Et donc, une série donc, d'une diversité assez intéressante de plantes qui amènent justement une diversité d'ambiance et qui nous donne justement ce type d'espace où on a à la fois prairies, bosquets, haies. Et donc, une série d'activités qui s'y prêtent bien, qui ont été appropriées graduellement par la population, notamment la chasse des papillons, le repos, le rassemblement éphémère, le rassemblement alimentaire, la cueillette entre copines, le rassemblement de gens qui s'intéressent aux différentes caractéristiques de cet espace-là pour plein de raisons, et donc éventuellement peut-être des partages de connaissances. En 2006 environ, la Ville de Montréal a fait l'acquisition des terrains qui appartenaient encore au Canadien Pacifique. Et devant cette, entre guillemets, menace de développement autre, parce que la Ville avait donc prévu de peut-être y faire autre chose qu'un terrain vague, donc potentiellement des résidences et des espaces pour du rangement de voirie,
Les citoyens avaient développé un amour pour ce terrain-là et se sont éventuellement rassemblés autour des enjeux. Et une des initiatives qui a été très marquante, c'est l'initiative de Émilie-Rose Michaud qui a été de développer le projet Rorick Garden, qui est en fait un projet qui a rassemblé pendant plusieurs années, environ 3 ans, la communauté pour créer ce symbole ici, le symbole Rorick, qui est un symbole de conservation qui était utilisé lors de la Deuxième Guerre mondiale, mis sur le dessus des bâtiments à valeur patrimoniale, à valeur culturelle. Et donc, c'était à la fois un message de conservation. La communauté s'est vraiment rassemblée sur cette thématique-là. A créé un forum citoyen, en fait, pour, disons, partager leurs idées et éventuellement prononcer une vision concertée de cet espace qui avait pour les citoyens une valeur très importante. Différentes activités participatives ont été créées et toujours un peu avec cette question de connaissance du lieu, autant au niveau des usages, mais aussi connaissance au niveau horticole, entre autres. Et de plus en plus, avec l'implication de certains membres, le lieu a vraiment été de plus en plus caractérisé au niveau biologique. Et on est allé jusqu'à caractériser avec des activités de BioBlitz, où on a caractérisé les haies, les bosquets, la prairie herbacée, pour arriver à une liste assez importante d'espèces connues et identifiées. Un acteur quand même significatif dans le projet, pour ne nommer que lui, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Monsieur Roger Latour, à la même époque, en 2009, a publié son guide de la flore urbaine, que vous connaissez peut-être, et qui, en fait, a donc beaucoup, est en lien vraiment avec cette mise en valeur de ces petits pissenlits qui poussent à travers les craques. Les enfants sont vraiment intégrés dans le projet et ont vraiment pu bénéficier de cette jeune expertise citoyenne qui se partageait de plus en plus à travers un contact vraiment direct avec la nature. Jeunes et moins jeunes se rencontrent aussi à travers des activités. Et en fait, ça nous a mené à publier ce petit guide de la biodiversité urbaine, que nous avons quelques exemplaires, si jamais vous êtes intéressés de le regarder, qui finalement recense plus de 330 espèces qui ont été identifiées au cours des 10 dernières années, des espèces donc à la fois végétales, mais aussi fauniques, 165 espèces de plantes, 8 mammifères, 44 abeilles et guêpes, 23 oiseaux. Et fait important, ou en tout cas sympathique, le Café Falco, qui est tout près, en fait, le fondateur était très impliqué dans le projet du Champ des possibles et a même donné le nom du Café Falco à cause d'un faucon pèlerin qui aurait été observé en proximité du Champ des possibles. Donc, ça devient vraiment une source d'inspiration, la biodiversité à plein de niveaux et de développement aussi de développement d'une culture. Un projet similaire aussi qui a été fait en proximité du champ, qui était de marquer les entrées avec les pattes, les traces de pas des animaux identifiés sur le site. Ici, encore une fois, la patte du faucon pèlerin et les pattes humaines à côté qui est les traces. Sinon, différents autres animaux qui étaient identifiés pour créer cette espèce de présence des animaux et de leur passage dans la ville. Et toute cette rencontre d'intérêt sur la biodiversité, entre autres, a vraiment éventuellement créé une forte crédibilité de ce discours de protection qui a fini par convaincre l'arrondissement de zoner le terrain espace-parc. Et ça montre vraiment que ça peut devenir un élément très convaincant. Le lot en vert plus foncé a donc été zoné en 2013 espace-parc et un accord de cogestion entre les citoyens et la Ville de Montréal, l'arrondissement, a été signé. Vous voyez aussi les deux lots un peu plus pâles qui faisaient aussi partie et qui font toujours partie de la vision d'aménagement à long terme, mais seul le lot en vert plus foncé a été zoné. Et c'est assez... pas cavalier, mais assez audacieux de la part de l'arrondissement d'avoir voulu zoner un assez grand terrain comme ça, on parle de 1,2 hectares, dans l'arrondissement le plus densément peuplé de la ville de Montréal, qui est le plateau Mont-Royal. Ça l'a fait les manchettes, vous en avez tous entendu parler, mais ce qui est bien intéressant de ce que les journalistes ont saisi à cette époque, en 2013, c'est notamment le journal Devoir qui nous parlait d'un non-parc, en fait, de ce défi que les organismes impliqués auraient éventuellement à gérer ce site qui est une friche et qui est aimé pour être une friche, mais qui devient maintenant un parc, donc protégé parce qu'il est un parc. Comment aménager un espace qui est aimé pour ce qu'il est? Et pouvons-nous intervenir sur cet espace-là?
Autre fait extrêmement intéressant de ce terrain, eh bien, qui dit industrie dit souvent contamination. Et donc, sur ce lot, nous avons ici l'étude environnementale de Dessau qui nous montre la présence de contaminants sur le terrain. Et étant donné que le terrain a été zoné parc, à partir du moment où le zonage a été changé, il est devenu obligatoire de gérer les contaminants afin d'accepter une occupation publique du site. Graduellement, depuis donc 1 an, nous travaillons à essayer de mieux comprendre les contaminants du site avec l'objectif de les traiter potentiellement en respect de la présence des végétaux qui sont tant aimés sur le site et de l'ensemble des usages déjà caractérisés. On va les regarder un peu en détail, mais ici, vous avez un travail sur lequel je travaille en ce moment, donc ce n'est pas complété, mais disons, une profondeur et une schématisation des types de contaminants, des métaux lourds, des hydrocarbures, une série de grands amis comme ça, qui finalement pourraient vraiment, en fait, ajoutent beaucoup de complexité au projet. Un aspect qui est très intéressant, je trouvais, je parlais de ça tout à l'heure avec une des membres de Compost Montréal. Elle nous parlait aussi de la biodiversité du sol, en fait. Et je pense que la biodiversité devient encore plus un point de départ pour la réhabilitation d'une friche, étant donné que sans biodiversité dans le sol, on a vraiment de la difficulté à avoir un sol sain et à avoir des plantes qui sont saines. Donc, en fait, on est devant la pointe de l'iceberg lorsqu'on regarde ce qui se passe au-dessus, mais en dessous, la vie dans le sol doit aussi être ramenée et semblerait-il qu'il existe beaucoup d'approches biologiques de rémédiation des sols et c'est ce qu'on cherche beaucoup à trouver en ce moment comme alternative au plan de réhabilitation. Ici, une image encore très schématique, une axonométrie des différentes étapes de caractérisation du site ou des différents, disons, niveaux. En tout bas, vous avez les empreintes industrielles, ensuite les contaminants, la topographie, le comportement très schématisé de l'eau, mais ensuite les tracés déjà utilisés des sentiers, le couvert végétal et les écotones, en fait, les zones de hotspot de biodiversité, donc les zones où la biodiversité est vraiment très forte à la rencontre des différents habitats. Donc ici, à considérer les lignes de désir. Récemment, donc à la fin de 2014, on a réussi à convaincre l'arrondissement de géolocaliser plus de 200 arbres ayant un tronc de plus de 5 cm et qui permet en fait que ces arbres-là seront sujets à l'impracticabilité technique avec leur canopée, ne pourront être excavés lors d'un travail potentiel de décontamination. Donc, ça fait partie aussi de la problématique de considérer ce qui est aussi existant sur le site et ce pourquoi on a milité. Ce qui a permis d'aider à l'identification, c'est vraiment de connaître toutes les espèces et d'assister les arpenteurs dans le projet parce qu'ils n'étaient pas nécessairement à l'aise avec la reconnaissance d'un petit vinaigrier chétif pour qu'il soit jugé impraticable techniquement pour de la décontamination. Ça nous mène à un plan d'aménagement très schématique où se rencontrent à la fois des équipements et des zones végétalisées, mais les équipements sont vraiment, et la circulation sont vraiment calqués sur ce qui est présent sur le site. Donc, ce ne sont pas des interventions qu'on ajoute, c'est vraiment les lignes de désir qui sont là. On remarque en bleu la proposition d'un marais qui serait intégré dans une nécessité d'excavation parce que certaines techniques de rémédiation ne pourraient pas permettre le traitement complet de certains métaux lourds. Donc, peut-être qu'en excavant en certaines parties, mais de toute façon, avec un trou, ça nous permettrait de créer des marais et d'amener d'autres diversités biologiques aussi. Il me reste 1 minute. Alors, plus récemment encore, donc dans ce processus où on essaie de trouver des façons alternatives d'aménager, eh bien, ça n'arrête jamais, la complexité continue et un des lots qui faisait partie de la vision du projet, vous en avez peut-être entendu parler, a été saccagé par le Canadien Pacifique à qui n'appartenait plus le terrain. Donc, la population s'est mobilisée, ça a fait vraiment les manchettes et ça a permis peut-être au projet d'être encore plus fort dans son discours de conservation de la biodiversité. Monsieur Coder a tweeté fort et le Canadien Pacifique s'est excusé fortement aussi et nous a finalement octroyé 60 000 $ pour renaturaliser cet été le lot qui a été saccagé. Ici, vous voyez une vision qu'on va présenter lundi prochain lors de notre dialogue citoyen sur le corridor
que peut constituer le projet du Champ des possibles dans une vision beaucoup plus longue, en fait, qui nous pousse, dans le fond, à continuer à se battre pour la conservation de la biodiversité dans notre quartier et le contact avec la nature de proximité. Donc, le dialogue citoyen est le 30, donc lundi prochain. Nous vous invitons à venir y participer pour en parler et peut-être même amener des connaissances que vous avez de plus pour les citoyens qui sont présents. C'est un projet sur lequel je travaille en ce moment qui m'amène énormément de questions. Donc, je me suis dit que je pourrais les poser et vous pourrez y répondre. Ou inversement, c'est des questions lancées en l'air. Mais bref, en tant que jeune, très jeune et plutôt stagiaire, architecte paysagiste, je suis vraiment perplexe par rapport à la position d'un professionnel architecte paysagiste dans un projet comme celui-là, mais je trouve ça fascinant d'être en amont du projet d'aménagement et d'être à l'écoute de ces dynamiques-là vraiment de l'intérieur. Je pense que ça peut vraiment changer la façon peut-être d'aménager que de suivre les projets qui sont constamment en évolution comme ça et de voir peut-être des interventions faites très différemment. Je me pose donc les questions que vous lisiez. J'espère que vous êtes capable de les lire, celles-là. Ouais, excellent. Et donc, c'est un projet fantastique. Les personnes qui sont ici sur l'image sont au cœur de ce projet et c'est un honneur pour moi de travailler avec et pour eux. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Et comme tu aimes tant parler, on va te laisser quelques minutes de plus. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle, des commentaires peut-être sur le projet? C'est assez intriguant quand même comme projet de friche industrielle à Montréal et c'est vraiment tout un défi. Merci. Gabrielle et Marie-Jean de l'Agence Conversité. Merci, Caroline. Moi, je me demandais, en fait, je me suis toujours demandé, avec ce fameux champ des possibles, étant donné les conflits qu'il y a déjà eu par avant, en ce qui a trait à l'usage qu'on en donne, les gens l'utilisent un peu comme on a vu sur les photos, l'utilisent à leur manière. Il y a des affaires qui sont un peu plus officielles là, pour tout ce qui est cours de biodiversité et tout, alors les ateliers. Je me demandais en fait s'il y avait, est-ce qu'il y a un encadrement qui existe déjà ou alors qui est prévu quant aux usages qui sont permis sur le site? Comment est-ce que vous gérez en fait qui fait quoi et qui peut faire quoi sur ce site? Oui. C'est une super bonne question. C'est une question que le conseil d'administration se pose un peu encore maintenant. On est en début de co-gestion, mais une première réponse que je peux donner, parce qu'on reçoit vraiment chaque semaine des demandes et des initiatives tout aussi hétéroclites qu'elles soient d'activités potentielles sur ce site. Et une des premières réponses, ça reste un lieu public. Donc, comme un parc, lorsqu'on dépasse un certain nombre de personnes dans un rassemblement, il y a des réglementations municipales. Donc, à un moment donné, il y a une responsabilité civile à respecter. Si la question concerne, admettons, des gens qui prennent la peine de nous approcher pour faire un projet, genre, on aimerait faire un spectacle de danse à tel endroit, cette année, étant donné la situation de reconnaissance de la contamination et le processus dans lequel on est de réhabilitation, on n'encouragera pas des activités et on ne s'y impliquera pas. Mais à long terme, l'idée, c'est d'avoir peut-être une certaine philosophie concertée qui serait, je me rappelle l'avoir déjà lu il y a 2 ans quand j'avais commencé à m'intéresser au projet, où on parlait des 3 B. Bonheur, biodiversité et... Charlotte? Bien-être, je ne me rappelle plus. Bruit, parce que les carmélites ont fait vœu de silence et qu'idéalement, on ne veut pas qu'il y ait un show rock à côté des madames qui ne parlent pas depuis 40 ans. Mais on évolue, donc, bon, c'est compliqué. Mais avoir une certaine forme de ligne directrice concertée avec une forme de flexibilité. Ma réponse est terrible, je ne sais pas quoi dire. C'est compliqué. Hein? Ça va venir et c'est du cas par cas. OK, merci. Comme dirait la Bolduc. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Non? Bien, Caroline une dernière? Une dernière seconde. Eh bien, moi, je voulais juste te féliciter et te dire que on a beaucoup entendu parler des paysages évolutifs comme Gilles Clément le fait. Et je pense que tu es en train d'ébaucher un projet où, outre le paysage évolutif, tu as une utilisation évolutive de la population. Et je pense que faire le joint entre l'évolution des besoins des gens versus un paysage qui est libre mais en évolution, il faut concilier les deux. Et peut-être que là, tu viens de débroussailler un nouveau champ d'expertise pour l'architecte paysagiste.
Intéressant. Un nouveau chant. Bon congrès, tout le monde. Merci beaucoup, Caroline.